Les pitons. Rien de pire que de se faire brûler la politesse. On s'imagine être le premier, un salaud vous a précédé. Des filles prétendument vierges sont ainsi mortes sous les coups d'amants qui se pensaient défricheurs. Ces brutes ont cependant des circonstances atténuantes. Imaginez Armstrong descendant l'échelle du module et trouvant une trace de pas dans la poussière lunaire, menant à un drapeau rouge frappé du marteau et de la faucille. Ou bien un couple adamique devant un pommier déjà pillé. Lorsque nous arrivâmes au sommet de la Takakor, on se sentit floués, Jacques et moi. Puis, Jacques répéta au moins 10 fois « Ça se peut pas, putain, ça se peut pas ». Et il marmonnait ça comme un mantra bouddhique. Tout avait bien commencé pourtant. Jack était l'alpiniste du moment. Américain, il venait de fêter ses 34 ans sur le pilier de la Walker, dans les Grandes Jorasses, et le Times avait publié sa belle gueule avec la mèche blonde échappée de son casque rouge. En une seule saison, il venait d'ouvrir une voie dans la face nord de l'Eiger, de décrocher un record de vitesse sur le granit du Yosemite, une victoire sur le Fitzroy en Patagonie, et la main de Marcella Delamonti, mannequin toscan de 22 ans, au corps truffé de surplomb. En outre, il s'était distingué au cours de l'hiver en humiliant l'équipe de secours qui tentait de sauver 2 Allemands coincés dans la paroi de la Jungfrau. Avec un camarade, il était passé par une voie directe et hasardeuse et avait secouru les malheureux, en pleine tempête, à la barbe des guides officiels. En regagnant la vallée, il avait déclaré « L'alpinisme est une manière de régler le problème de l'absurdité de la vie en lui opposant un comportement d'une absurdité supérieure. » Les journaux l'avaient surnommé le poète des cimes. Il écumait les faces nord avec sa silhouette de tennisman et se droguait pas mal sur le plancher des vaches. En attendant une éclaircie, il lisait Milarepa dans de lourds hôtels suisses à boiseries où des mères de famille germaniques et sportives noyaient leur ennui dans le brandy en confiant leur progéniture à des nannies anglaises et leur cul aux premiers champions de ski croisés entre la terrasse et le lobby. Jack ne se sentait contraint à aucune fidélité envers Marcella, sautait sur les estivantes et prétendait avoir besoin de baisers pour dissoudre l'adrénaline qui le tétanisait longtemps après être redescendu de ses ascensions suicidaires. Quand il m'avait demandé si cela m'intéressait de l'accompagner dans le Sahara pour s'attaquer à une aiguille de granit qui l'obsédait, j'avais pris l'air offusqué. « Si tu me poses la question, c'est que tu doutes de moi. » J'avais obtenu 1 mois de congé à la librairie et avait retrouvé Jack à l'aéroport, chargé de 2 cantines en métal remplies ras la gueule de pitons. Dans la queue du portique de sécurité, je découvris que Marcella Delamonti était du voyage. Jack ne m'en avait rien dit. Il était coutumier du fait, il ne fallait rien attendre de lui. L'alpinisme est sans explication, avait-il coutume de dire. Comme la vie. L'avion nous arracha tous 3 et vola vers le sud. La Takakor se dressait au milieu du massif du Hogar, planté dans une nappe de sable recuit. L'aiguille de 400 mètres de haut se détachait de la masse de la Garal. Au temps des verdeurs sahariennes, quand la région était coiffée de roseaux, peuplée de bêtes aquatiques, des plantes grimpantes avaient dû prendre d'assaut ce tuteur. À présent, le phare veillait sur le néant. On dirait la tour de guet d'une cité morte, avait dit Jack. Marcella avait parlé d'une tour de Pise rectifiée. Moi, je pensais plutôt au style monstrueux d'un cadran solaire saharien. Mais je n'avais rien dit car les hôtesses apportaient à boire. Jack m'avait donné la seule image qu'il possédait de la Takakor, une reproduction en noir et blanc éditée dans un magazine. Cette photo avait mis le feu à ses poudres. Il avait décelé une ligne de faiblesse dans la paroi, une fissure, striant la face sud jusqu'aux surplombs sommitaux contre lesquels elle venait buter. Jamais photo ne fut davantage scrutée par un œil humain. Je la détaillais pendant les 4 heures du vol qui nous menait à Alger. Jack, lui, descendait des jeans en ziotant les hôtesses, la main droite sous la jupe de Marcella. Il daigna jeter un coup d'œil par le hublot, au-dessus de la Méditerranée, pour s'assurer de la supériorité esthétique des montagnes sur les moirages maritimes. « La mer, c'est vraiment con », avait-il dit. « Il y a de beaux hôtels autour tout de même », avait dit Marcella. « Et de sacrées montagnes dedans », avais-je ajouté. Jack et moi nous étions rencontrés au refuge de l'Aigle, sous la Meije,
un soir où le vent arrachait les congères sur les arêtes. Le gardien était fébrile. On avait signalé 2 alpinistes au sommet du Doigt de Dieu. Jack était sorti à minuit. « Je vais les chercher. » Il était revenu à 6 heures du matin avec les 2 types au bout de sa corde, 2 Lorrains, hagards, qui regrettaient d'avoir quitté le bassin houillé. J'avais bien aimé sa manière de forcer les 2 revenants à offrir, dans l'aube, une tournée générale de vin de Savoie. Il avait réveillé les occupants du refuge, les avait convaincus de descendre des chalits pour vider des verres à la santé de n'importe quoi. En basculant dans la vallée quelques heures plus tard, fuyant les rafales, nous avions conversé. Il m'avait parlé d'un livre en chantier, le récit d'une ascension dont chaque séquence symboliserait une pulsation de l'existence, de la naissance à la mort, en passant par l'adolescence et l'âge mûr. Je lui avais dit que c'était prétentieux, qu'il devrait se contenter de raconter une grimpée, sincèrement, sans allégorie. Il m'avait écouté. Il était venu me voir à la librairie quelques mois plus tard, en me tendant une rame de feuillet, titrée « Dans la paroi ». Une journée de lutte dans l'ozone, avait-il commenté. Le livre avait été publié et Jack m'en avait su un gré immense. Il m'avait emmené gravir quelques faces où il nous était arrivé une chose rare. On s'était entendu à merveille. On parlait peu, on se refusait tout conseil, on s'épargnait toute confidence. Pas un geste d'humeur, pas un reproche, pas un jugement, nulle familiarité. On se côtoyait en se foutant la paix. La distance est l'ingrédient des amitiés vraies. L'avion atterrit et ce fut pour nous le début des longs brinque-ballements. À Alger, on loua un berliet, gris. On laissa El Golea et Insala derrière le voile de poussière accroché au cul du camion. Passèrent des oasis rétamées de soleil. Le ciel était sans espoir, et l'horizon se dissolvait derrière une brume de sable. Le soleil était un point mortel qui terrassait la joie. La chaleur affolait nos cœurs, accablait la pensée. Qu'espérer de la vie par 40 degrés? Et puis ce fut le poste de Nefrout, au-delà duquel il n'y a plus d'essence jusqu'à Tamanrasset. Nous avalions la piste, sans marquer d'arrêt, nous relayant au volant. L'air du désert nous craquelait les lèvres, le printemps était anormalement chaud, le désert en fièvre. Après des heures de route, les yeux injectés, Jack ressemblait à un capitaine de l'armée d'Afrique, un de ces loups efflanqués qui avaient réussi à faire du vide leur royaume. Marcella couvrait son corps de foulards écrus, et, dans les courants d'air levés par la vitesse, le tissu flottait autour de son corps osseux comme les rubans d'une momie d'Égypte dans le vent des cryptes. Elle passait la journée à s'enduire de beurre de karité avec des gestes d'amour envers ses propres membres. On s'écroulait à l'arrière du camion et on somnolait, bercé dans le souffle chaud, affalé sur les cordes, songeant aux souffrances qui nous attendaient sur la paroi. Mais c'était l'aventure et nous n'avions pas peur. Le soir, dans les oasis, on écoutait le froissement des jusquiames en piochant mollement dans des coupelles de dattes et les palmes époussetaient les étoiles. Ces jouissances fugaces ne nous seraient d'aucune utilité plus tard. Le bon temps, comme l'énergie, ne se stocke pas. Les moments heureux ne sont pas des viatiques pour l'avenir. On pensera à cette fraîcheur là-haut, dis-je. On aura autre chose à foutre, dit Jack. On la regrettera, dit Marcella. Il fallut une semaine pour rejoindre Tamanrasset, trouver El Mouloud, notre guide, et Brahim, le cuisinier, embarquer dans le camion 200 litres d'eau, quelques chèvres vivantes, et gagner le pied de la Takakor. L'aiguille était un monstre. Elle apparut soudainement, au-dessus de nos têtes, plantée dans le sable, rayant les nuages. Un totem des temps immémoriaux, dis-je. Un phallus au milieu des croupes, dit Marcella. Un pieu de chasseur de vampires, ajoutai-je. Moi, il me fait bander, dit Jack. Je suis un homosexuel géologique. Des troupeaux de barcanes se déplaçaient en sifflant sur les glacis. L'immense règue déployée vers le nord, patinée de chaleur, était une carapace striée parfois par la pelade d'une déflation. Et dans ce paysage terrassé de chaleur, harassé de vieillesse, l'œil distinguait un frétillement, une araignée ou un scorpion se hâtait vers un trou de sable. Les jumelles confirmèrent l'intuition de Jack. Une fissure serpentait de bas en haut, tantôt large comme un bras, tantôt plus fine qu'un ongle. On devait pouvoir passer.
Il faudra des pitons extra plats, murmura Jack pour lui-même. On pourrait être au Belle-Rive, à Juan-les-Pins, dit Marcella. Il y avait la mer ici avant, dit Jack. Ça ne me console pas, dit Marcella. Elle reviendra un jour, dis-je. Je ne l'attendrai pas, dit Marcella. On s'entraîna 3 jours sur des petites parois. Nous avions installé notre campement à l'abri de blocs rocheux, c'est-à-dire que nous avions jeté des burnous sous un carré d'ombre. Le soir, les Touaregs creusaient un trou dans le sable, allumaient un feu de broussailles, préparaient du thé, et leurs faces noires, léchées par les lueurs, fendues de la cicatrice des sourires, semblaient des masques de guerre, prêts pour une fête sanglante. Après un dîner de viande, nous fumions, en étendant nos jambes meurtries par les longueurs d'escalade, et regardions les étoiles aspirer les escarbilles. La voie lactait la nuit. « Il y a peut-être une vie dans ce foutoir là-haut, mais y a-t-il des montagnards ?» demandait Jack. « Les populations extraterrestres ont-elles une littérature de science-fiction ?» demandai-je. « Comment baissent-ils ?» demandait Marcella. « Encore du thé ?» demandait El Mouloud. Je crachai la fumée de nos havanes trop secs vers le ciel, un écran vaporeux sur le cristal pilé des constellations. Puis, immuablement, Jack se levait d'un bond et attrapait Marcella par la main, sans un mot. Je remarquai que les Touaregs cessaient de converser. Ces salauds-là ne voulaient rien perdre de ce qui allait se passer. D'abord, un long silence s'abattait, épais, fracturé seulement par les craquements du feu. Puis l'oreille percevait des gémissements lointains. Le premier soir, je les avais pris pour des feulements de fennecs. Et puis des halètements, et puis des hurlements coupés d'insanité nous parvenaient du fond de la nuit. Jack avait l'amour brutal et pas très inspiré. Il crachait ses insultes en croyant que 300 mètres suffisaient à l'isoler. Il oubliait que le désert porte les sons. J'avais d'abord été gêné pour les Touaregs le jour de notre arrivée, mais j'avais été surpris de voir nos guides baisser la tête et regarder le feu avec gravité, pendant que les 2 autres se déchaînaient et que fusaient les salopes. Pour eux, l'amour était encore une chose sérieuse, solennelle, qui sait. Je n'ai jamais aimé faire l'amour dans la nature. Les étreintes de plein air me dégoûtent. Le foin pique la peau, l'herbe marque le gras des cuisses, le soleil brûle le dos, les buissons hypocrites camouflent les voyeurs, et même la tente n'est d'aucun secours avec son nylon qui colle à la peau. Je me souviens d'un jour à Oxford. Elle était anglaise et le gazon grattait, nous étions sous un saule près d'un embarcadère. Je m'aperçus soudain qu'une famille de colverts nous matait et j'en fus plus gêné que si c'était ma mère. Un matin, Jack se réveilla à 5 heures et claironna qu'on partait à l'assaut de ce putain de bitard. Nous préparâmes le matériel sur de larges nattes étalées dans le sable. Les Touaregs observaient les pitons, disposés sous le soleil comme les sardines argentées des vendeurs du matin dans les ports des Cyclades. Eux ne montaient pas sur les citadelles du désert. Ils se contentaient depuis des siècles de glisser au pied des ruines de basalte, silencieusement, conduisant leur caravane triste de l'ombre d'un acacia à un puits d'eau saumâtre. Et les géologies n'étaient pour eux que des sentinelles sans compassion pour les affaires des hommes. Pas des herses à inscrire au tableau de chasse de la volonté et de l'orgueil. À 10 heures du matin, nous fûmes prêts. Jack, torse bardé de sangles, baudrier alourdi de pitons, le marteau au bout de sa garcette, empoigna la fissure et s'éleva de quelques mètres. La bataille dura 8 jours. Il forçait les passages en escalade libre, ne plaçant ses pitons que pour retenir une chute. Il grimpait en lézard, collé au rocher, développant parfois ses mouvements avec des grâces de chat, ou jetant toutes ses forces dans la fuite en avant, sans rien savoir de ce qui l'attendait, risquant de chuter de 6, 7 ou 10 mètres sur un morceau de métal mal arrimé. Mais l'alpinisme est ce jeu du hasard, de la peur et de la force, et Jack ne se trouvait jamais autant en possession de lui-même que dans ces moments où ses doigts se crispaient sur des prises fuyantes au-dessus d'un vide que je trouvais hideux. Je suivais en tirant sur la corde. Je n'avais pas les prétentions éthiques de Jack. Lui se refusait de gagner le moindre centimètre de paroi en usant de moyens artificiels. Nous suivions le rail de la fissure, elle était le chemin, notre ligne de vie. Elle sinuait dans les dalles, serpentait dans les bombements, fendant l'aiguille en sa longueur.
Jack redoutait les sections où, trop ouvertes, elles lui interdisaient les coincements de main et le forçaient à des contorsions épuisantes. Je restais des heures suspendu au piton des relais, lui distribuant la corde au fur et à mesure de sa progression. Il fallait peupler ces jours vides, sans forme ni contour. Je détaillais les grains du porphyre, songeais aux convulsions qui avaient accouché de ces bastions. Les connaissances géologiques suppléaient bien aux défauts de vie intérieure. Je regardais les filandres des nuages, pensais aux mornes jours, à la librairie, à ces clients décourageants, à ces dames trop grosses, incapables de se souvenir du titre du livre qu'elles croyaient devoir lire à tout prix. Je regardais le campement, distinguais les masses bleues de Brahim et d'El Mouloud allongées à l'ombre d'un bloc et la silhouette blanche de Marcella qui nous suivait aux jumelles. Parfois, une ombre me fusait dans le dos et d'instinct je me recroquevillais sur moi-même. Jack purgeait la paroi et balançait dans le vide des blocs gros comme des voitures qui explosaient sur le parvis rocailleux de l'aiguille après avoir fendu l'air brûlant. Le soir, aux dernières lueurs, nous descendions en rappel et touchions le pied de l'aiguille à la nuit noire, éclairée par nos frontales, et je n'en revenais pas d'être encore en vie, et je jouissais de la perspective d'une nuit sans danger. Les étoiles tremblaient dans l'univers, et nous marchions vers le camp, euphoriques, le cou gonflé de sang, et nos veines saillaient sur nos gros avant-bras, et je sentais les battements de mon cœur dans la pulpe des phalanges à vif. Jack préparait les pitons du lendemain, se crémait les mains martyrisées par le rocher, puis, avec un rictus de loup, il s'avançait vers le feu où l'attendait Marcella alanguie, tiédie par les flammes. Marcella, sa récompense. Un jour, nous l'emmenâmes avec nous. Elle monta 300 mètres le long des cordes fixes que nous avions laissées sur la paroi. Jack nous installa au relais et se lança dans une section de roches délitées. Ce jour-là, nous restâmes 8 heures sans bouger, Marcella et moi. On ne parla pas beaucoup, mais par la suite, une fois rentré en France, je songeais que peu de gens peuvent se targuer d'avoir passé une journée entière, côte à côte, accrochés à 2 lames de métal au-dessus de 300 mètres de vide, et que ce voisinage rapprochait les êtres davantage que des années de gin fizz partagées à la terrasse des cafés. Je la plaquais contre la face quand Jack nous décochait une grêlée de blocs qui sifflait à 3 mètres de notre dos. Toutes les 2 heures, je lui donnais un peu d'eau, l'aidais à changer de place sur la vire minuscule de roche où nous nous tenions, naufragés. J'étais l'écuyer de la dame, pendant que son chevalier, l'autre dingue, au-dessus de nos têtes, cherchait une faille dans le rempart. « C'est un sport de suicidaire, dis-je. »« Ce n'est pas un sport, dit Marcella. C'est le seul vrai amour de ce mec. »« C'est un mode de vie, ajoutai-je. »« Une façon de crever, dit-elle. »« C'est un art, dis-je. »« C'est une névrose, dit-elle. »« C'est pareil, dis-je. Ça gagne moins, dit-elle. » Quand Jack nous rejoignit dans la nuit pendu au bout de sa corde, claironnant qu'il avait passé la longueur et installé un relais 40 mètres plus haut, Marcella lui cria « Salaud !» Et je compris qu'elle précipitait tout son amour à cet instant précis où son homme, redescendant du ciel, conjurait le malheur et repoussait de quelques heures l'inévitable deuil. Le lendemain, Jack se déchaîna. Marcella était restée en bas et avait commencé à replier le matériel, car Jack avait assuré qu'on serait au sommet le soir même, qu'on redescendrait dans la nuit et qu'on pourrait rentrer le lendemain. « Il me faut une cuite », avait-il ajouté. Les bombées sommitaux avaient failli nous repousser. À leurs pieds, l'œil ne distinguait aucune faiblesse. Un bourrelet de rochers compacts ourlait le sommet de l'aiguille comme la corolle d'un champignon. Inspiré par les djinns, prenant tous les risques, dansant à 8 ou 10 mètres au-dessus de vagues protections, arrachant les écailles pourries qui hérissaient le rebord des surplombs, gueulant des insultes dans l'air rouge, Jack avait arraché chaque mètre à la dernière défense de l'attaque à corps. Il avait disparu de mon champ de vision, la corde s'était immobilisée longtemps entre mes mains, l'écho m'avait apporté les coups sourds du marteau. Soudain, un hurlement avait fendu la pénombre. « Sommet !» Je l'avais rejoint à toute vitesse, tirant sur la corde. Le sommet était une vaste terrasse plate, légèrement inclinée vers le nord. En débouchant là-haut, c'est moi qui les avais découverts. Le faisceau de ma lampe frontale avait accroché leur éclat. 2 pitons, à lame fine, oxydés par les années, reliés par une cordelette usée jusqu'à l'âme, étaient plantés dans une fissure.
juste à côté de Jack. Trop excité par sa victoire, trop occupé à m'assurer, à organiser son relais et à plier ses cordes, il ne les avait pas vus. Ça se peut pas, putain, ça se peut pas, putain, ça se peut pas. Nous arrachâmes les 2 pitons à coups de marteau et installâmes nos ancrages pour amorcer les rappels. Puis nous plongeâmes dans la nuit le long de nos cordes. 5 heures plus tard, nous gagnions le sable du campement. Nous réveillâmes Marcella, et ce qu'elle lança à Jack la battit davantage encore que la découverte des pitons du sommet. Et pourquoi, mon cher Jack, ne se pourrait-il pas que tu ne sois pas le premier quelque part? Il s'appelait Pierre Gondry. 25 ans avant nous, il s'était frayé un passage jusqu'au sommet de la Takakor. Il était passé par la face nord, le flanc que nous n'avions même pas considéré avec Jack à cause de son aspect épouvantablement délité. Mais à l'époque, on grimpait dans le genre kamikaze. On se lançait dans des châteaux de cartes, des parois branlantes avec la foi des conquistadors. Et les éboulements n'arrachaient pas un sillement d'émotion à cette génération d'alpinistes malapartiens qui avaient connu les bombardements italiens et allemands sur les glaciers des Alpes. On montait, on mourait, et, si on passait entre les pierres, on recommençait. Vieillir en parois à cette époque tenait du miracle. Jack m'avait appelé un matin à la librairie, la voix surexcitée. « J'ai trouvé le mec, je sais qui s'est envoyé la Takakor. » Il avait fouillé les archives du magazine Montagne et Expédition des années 1950 et 1960 et trouvé un entrefilet, à la date du 20 juin 1957, titré « Première au Hogar, l'aiguille de la Takakor gravie en 6 jours par la cordée Gondry-Armango. » Ce salaud-là a risqué sa vie dans une pile d'assiettes, avait dit Jack. Pierre Gondry était un sacré malade à l'époque. Gondry, le sénateur, avais-je dit? Ouais. Il faut aller le voir. C'est pour cela que je t'appelle. Il préside la fondation Mémoire et Résistance, rue de Turenne. Je passe te prendre à la librairie tout à l'heure. Marcella conduisait la petite Fiat bleu turquoise. Les portes étaient cassées, il fallait entrer par le toit ouvrant. Elle roulait comme si elle était dans le grand ergue occidental, seule au monde. Jack insultait les automobilistes, distribuait les bras d'honneur aux piétons. J'expliquais à Marcella qui nous allions rencontrer. Gondry était un de ces serviteurs de l'État, irréprochable, une figure tutélaire de la 5e. Londres, la guerre, les maquis, les blessures, il avait fait de l'héroïsme son ordinaire. Après 1945, il avait mené sa vie entre la haute montagne et la politique. Il était parvenu à l'excellence dans des domaines aussi antipodiques que le plantage du python et l'amendement des lois. Il avait tout raflé. Les grandes premières en Patagonie et en Himalaya, la présidence du Conseil constitutionnel, le Sénat, un ministère, les directissimes et les hivernales dans les Alpes. Il avait laissé derrière lui 2 ou 3 compagnons de cordée avalés par les glaciers et pas mal de cadavres politiques. Pendant quelques années, il avait enseigné le droit à la Sorbonne. Il déboulait dans l'amphithéâtre le lundi matin, les mains en sang, après avoir fait tomber une face nord pendant le week-end et roulé toute la nuit, de Chamonix, à fond sur l'autoroute, pour être à l'heure devant ses étudiants. Avec cela, la droiture, la morale, l'intégrité, jamais un faux pas une médiocrité. Les sommets, l'État, la Constitution, ce mec ne redescendait jamais. Dans la pureté des cimes, il chercha sans doute à se purifier de l'air vicié qu'on respire sous les ors de l'État. Il avait des épaules de granit qui roulaient sous ses vestons. Il déparait pas mal dans les assemblées parmi les ministres cafardeux, les ambitieux ventrus. En Angleterre, il y a des types comme cela, des colonels Lawrence ou des Wilfrid Thesiger, qui allient le muscle à l'esprit et n'ont pas tranché entre la réflexion et l'action. Mais en France, ils sont rares. À cause de notre dualisme, nous considérons qu'un intellectuel doit être souffreteux et un athlète légèrement débile. Un jour, à l'Assemblée, Gondry avait fait peur aux députés d'en face en chargeant dans les travées avec ses grosses pognes fermées qu'il balançait au bout d'avant-bras, gros comme des cuisseaux. À la Fondation, la standardiste eut un mouvement de recul. « On vient voir le président. Vous avez rendez-vous ? » ?»« Non. Il faut prendre rendez-vous, voici un numéro. » Jack jeta les 2 pitons sur le bureau. « Non, mademoiselle, on va faire autrement. Vous appelez monsieur Gondry, s'il vous plaît. Vous lui dites qu'on a une surprise qui vient du sommet de la Takakor. Dites-lui simplement cela, vous allez être étonné. »
10 minutes plus tard, nous étions dans le spacieux bureau du premier étage de la fondation. Gondry, assis dans son fauteuil, tripotait en silence les 2 morceaux de métal tordus. Ses mains rouges tremblaient. Trop de nuits glacées sur les parois du monde lui avaient tari les glandes lacrymales. Il aurait pleuré sinon, je crois. Nous nous tenions debout, tous les 3, l'air un peu imbécile. Même Jack avait perdu sa superbe. « Merde alors, murmura-t-il soudain. Vous étiez là-haut, 25 ans après moi. Venez, j'annule tout, on va déjeuner. » La secrétaire n'eut pas du tout l'air d'apprécier la tournure des événements. « Mais monsieur Gondry, le rendez-vous avec le général, je m'en fous, Edwige. Vous reportez. » Chez Gascard, il semblait chez lui. Le restaurant était bondé, personne n'osa lui demander s'il avait réservé, les garçons ne mouffetèrent pas et nous conduisirent vers les banquettes du fond. On suivait Gondry avec l'air de 3 neveux paumés que leur oncle sortait pour leur faire la leçon. Il tint au plan de table, Marcella à sa gauche, Jack à sa droite et moi devant lui, avec une bouteille de Bordeaux entre nous et les 2 pitons sur la nappe. Il prit des rognons, Jack une daube, moi un magret et Marcella de l'eau. Ces 2 petites saloperies rouillées, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait depuis longtemps, dit Gondry. Jack fait toujours des cadeaux qui n'en ont pas l'air, dit Marcella. 2 petites lames tordues, ma jeunesse, ma force. Je cognais comme un sourd, vous savez, à l'époque. Vous ne vous doutez pas comme on était furieux, dit Jack. De vrais gosses, dit Marcella. Pire, des chiens qui cherchent à pisser les premiers sur le réverbère. Vous ne pouviez pas savoir qu'on avait vaincu l'aiguille, dit Gondry. Personne n'a parlé de notre victoire à l'époque, parce que la voie n'était pas très belle et qu'on n'a rien dit en rentrant à Alger. Pourtant, on a lutté comme des porcs. 6 jours dans une paroi en ruine, pas une prise solide, une saloperie, j'ai cru mourir à chaque heure. Et puis Armango, lui, y est vraiment passé quelques mois plus tard, à la Verte, dans le couloir Whymper. C'était comme mon frère, c'était mon second. Gondry buvait et bafferait ses rognons comme une boîte de cornets de beef au camp de base. « Ce que vous avez fait, dit-il en nous désignant de la pointe de son couteau, ce que Jack a fait, corrigeai-je. On l'avait repéré, cette fissure. On s'était dit que personne ne passerait jamais par là. Et 25 ans plus tard... Jack est coutumier du fait, il va toujours là où il ne faut pas, dit Marcella. Vous avez forcé une ligne admirable. Vous êtes... » Gondry mourut sur le coup. Il resta droit, le dos calé contre le dossier de velours de la banquette. Son menton tomba doucement sur son torse. Puis, très lentement, il bascula en avant et s'écrasa dans son assiette. Des gens hurlèrent. Marcella but un verre d'eau très lentement. Jack resta silencieux et toucha de l'index l'épaule de Gondry en disant « Hey man !» Les médecins arrivèrent, parlèrent d'arrêt cardiaque et de choses de ce genre. Les pompiers emmenèrent le corps. Une dame dit que c'était une mort magnifique. L'établissement nous fit grâce de l'addition. Jack mit les pitons dans sa poche en partant. Le lendemain, Libération titra « Gondry Davis » et la croix « Gondry, la dernière ascension ». Et moi, je me souviens dans le silence de mort qui s'était abattu soudain sur la salle, d'avoir fixé longuement les 2 pitons rouillés et de m'être demandé si, au fond, nous n'aurions pas mieux fait de les laisser dans la fissure du sommet de la Takakor, où la sécheresse du désert continuerait à l'heure actuelle de les désagréger, lentement, en pleine lumière, sans que le mystérieux équilibre des choses ait été ébranlé.